Aujourd'hui, on fait une plongée dans des aspects de l'histoire qui sont souvent peu connus et même assez troublants. Oui, bonjour. On se base sur des documents, des sources assez variées d'ailleurs. Exactement. Des archives ottomanes, des textes juridiques anciens, des témoignages. Tout ça couvre une période immense, près de 1400 ans, du 7e au 20e siècle, dans différents empires islamiques. Hmm. Notre but, c'est un peu de décortiquer ces documents, d'en extraire l'essentiel. Et ces sources, elles décrivent des systèmes de domination humaine complexes, très organisés parfois. Comme le Devshirme, par exemple, ça revient souvent dans les textes ottomans. Ah oui, le Devshirme, c'est présenté comme une politique, une sorte de recrutement forcé d'enfants. Ça a touché les familles chrétiennes des Balkans pendant des siècles C'est ça. Faut imaginer des fonctionnaires de l'Empire qui arrivent dans les villages. et qui sélectionnent des garçons. Oui, souvent jeunes, entre 8 et 18 ans en lit, et ils sont emmenés, définitivement. Les sources ottomanes parlent de critères bien précis. La santé, la force, l'intelligence aussi. Et l'impact humain, est-ce que les textes en parlent? De ce que ça faisait aux familles, aux enfants? Oui, bien sûr. Il y a des descriptions de scènes assez terribles, hein. Un père battu devant son fils de 13 ans, par exemple, pour briser toute résistance, hein. Ah oui? Ou une mère qui supplie les officiers, mais en vain. Et puis, à la suite, la transformation psychologique de ces jeunes. Comme le cas de Sokolou Mehmed Pacha, né serbe et qui devient grand vizir. Exactement. Le plus haut poste après le sultan. Et il a mené des campagnes militaires contre sa propre région d'origine. Les textes utilisent cet exemple pour illustrer cette assimilation forcée, cette reprogrammation. C'est un aspect. Mais les sources évoquent aussi une autre pratique aux conséquences terribles, la castration. On parle même d'une industrie. Oui, c'est un terme qui revient. Les documents décrivent une industrie de la castration avec un taux de mortalité effrayant. Effrayant, c'est-à-dire... Potentiellement 90% lors de l'opération ou des suites immédiates. C'est énorme. Des centres comme celui d'Aswan en Égypte sont décrits comme traitant des milliers de victimes par an. Mais 90% de mortalité, comment ça pouvait être une industrie rentable? Ça paraît contre-intuitif. C'est là que la logique décrite est glaçante. D'après des registres de marchands cités, un exemple à Damas, en 1298, la valeur d'un garçon castré qui survivait était tellement, mais tellement plus élevée, Ah d'accord. que même en perdant 9 victimes sur 10, le profit restait substantiel. La perte était juste vue comme un coût opérationnel. Voilà. C'est une déshumanisation totale. Et ces documents, ils comparent aussi ça à l'esclavage transatlantique, non? Sur la durée, l'échelle. Oui, ils insistent beaucoup là-dessus. D'abord la durée, 1400 ans, c'est ce qui est avancé. Et les chiffres, entre 11 et 17 millions d'Africains réduits en esclavage via les routes transsahariennes ou maritimes vers le monde arabo-musulman. Avec des conditions de transport terribles aussi, j'imagine. Absolument. Les taux de mortalité pendant la traversée du Sahara sont décrits comme pouvant atteindre 80%. Les sources mentionnent même des découvertes de chaînes de squelettes le long de ces pistes. Hmm. Et il y a une différence majeure qui est soulignée par rapport à l'esclavage transatlantique. Oui, c'est l'absence quasi totale de descendants de ces millions d'esclaves africains dans les sociétés d'accueil, contrairement aux Amériques. Et comment les sources expliquent ça? Principalement par deux choses combinées. D'abord, la castration systématique d'une grande partie des hommes esclaves. Mhm. Et ensuite, l'absorption des femmes dans les harems. Les documents indiquent que leurs enfants, quand il y en avait, étaient souvent soit tués à la naissance, soit eux-mêmes intégrés au système servile, sans pouvoir former de lignée ou de communauté sur le long terme. Donc, une exploitation humaine qui s'accompagne, selon ces textes, d'une volonté d'effacement culturel. C'est ce qui est décrit, oui. Plusieurs exemples sont donnés. Les Coptes en Égypte. Leur langue, qui vient directement de celle des pharaons, est aujourd'hui pratiquement éteinte comme langue vivante. D'accord. Ou les Zoroastriens en Perse. Une religion millénaire, dominante avant l'arrivée de l'islam, réduite à une toute petite minorité. Les récits fournis parlent de destruction de temples, d'exécution de prêtres, de textes sacrés brûlés. On mentionne aussi l'Inde. Oui, les sources parlent de destruction massive de temples hindous et de centres bouddhistes, comme Nalanda, qui était une immense université, un centre de savoir majeur. Et les femmes dans tout ça. Les sources donnent des chiffres qui font tourner la tête. Ah oui, les chiffres sont vertigineux. On parle de 1,5 million de femmes qui seraient passées rien que dans le harem impérial ottoman au fil des siècles. 1,5 million? Ou encore 20 000 femmes vendues chaque année à Kaffa, un grand port de traite en mer Noire. Et puis il y a des cas spécifiques, comme celui des circassiennes.
Originaires du Caucase. Voilà, réputés pour leur beauté, selon les textes. Et cette beauté serait devenue une malédiction. Des témoignages rapportent que des familles allaient jusqu'à défigurer leurs filles Pour les protéger. pour essayer de les sauver des marchands d'esclaves. C'est terrible. Ce qui est vraiment interpellant, et les documents le soulignent à la fin, c'est pourquoi on connaît si mal tout ça, malgré ces sources qui existent. Oui, les auteurs s'interrogent sur ce relatif silence, ce manque de notoriété. Ils avancent plusieurs pistes, hein. Comme quoi, par exemple? Peut-être un certain désintérêt académique pour ces sujets jugés sensibles, des pressions politiques ou économiques aussi, pour ne pas trop en parler. Mm. Et puis, surtout, il y a l'absence de grands groupes de descendants directs organisés pour porter cette mémoire, pour réclamer une reconnaissance comme ça a été le cas pour l'histoire de l'esclavage transatlantique. Donc, si on résume ce que décrivent ces sources, on a un système où tout est lié, le rapt d'enfants qui nourrit les armées, la castration qui génère du profit, malgré des pertes humaines massives. Et une guerre économique et culturelle pour soumettre, voire effacer des peuples entiers. L'échelle décrite dans ces documents est, oui, considérable. Ça laisse songer. Tout à fait. Et ça pose une question, je trouve, assez fondamentale sur comment on construit notre mémoire historique collective. Si des événements d'une telle ampleur, documentés pendant des siècles, peuvent rester comme ça un peu dans l'ombre, Oui, oui. on peut se demander quelles autres parties de notre passé commun sont encore là, méconnues, attendant d'être vraiment explorées et comprises. Une question essentielle, en effet. De quoi réfléchir. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.